faire juste comme ça. Bon, ça permet de raccorder. Si tu le dis. Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode de notre série Être psychologue. Pour ce deuxième épisode, on est avec Camille. Du coup, Camille, n'hésite pas à nous faire une petite présentation de ce que tu fais. Écoutez, bonjour. Je suis psychologue clinicienne au sein du département du Pas-de-Calais, donc en protection de l'enfance, dans une structure donc, qui s'appelle la MDS, donc Maison Département Solidarité. Donc au sein de cette MDS, effectivement, je n'interviens pas uniquement sur le champ de la protection de l'enfance parce qu'il y a 3 services. Donc il y a ce qu'on appelle nous le CEF, le service enfance-famille, donc qui englobe tout simplement tous les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Il y a également donc la PMI, protection maternelle infantile, où alors là effectivement ça va plus, en tout cas sur le champ d'action du psychologue, se centrer sur la prévention, parce qu'effectivement la PMI intervient donc au domicile, auprès des nourrissons, mais également aussi lors des bilans de 4 ans. Donc des enfants, et c'est souvent à ce moment-là que les collègues peuvent me solliciter. Parce qu'elles voient tout simplement qu'il y a des enfants qui sont en difficulté, souvent quand il y a l'arrivée d'un petit frère, une petite sœur, ou alors quand il y a eu des décès, où les enfants là commencent vraiment à comprendre qu'il y a vraiment une disparition et qu'il y a un manque, ou alors tout simplement des problèmes avec la frustration ou des encoprésies, etc. Donc là c'est plus un volet peut-être plus prévention, et ensuite il y a un 3e service donc qui est tout ce que nous on appelle le SSD, donc service social départemental, qui là gère, en tout cas notamment pour les psychologues, les informations préoccupantes. Ils font tout un tas d'autres choses, mais là-dessus après moi je suis pas non plus très experte. Par exemple ils accompagnent les gens dans leur démarche quand ils sont en difficulté pour des impayés, pour des factures d'électricité, etc., mais aussi tout un tas d'autres choses. Et en tout cas nous, le psychologue, on intervient auprès de ce service quand il y a des informations préoccupantes, donc sous-entendu un enfant en risque de danger ou alors présumé, etc. Et donc là, c'est plus à titre d'évaluation. Donc on intervient sur quelques rendez-vous qui n'a pas du tout pour vocation d'être un suivi, mais plus à titre d'évaluation. Donc nous, le suivi des psychologues, ça va plus être avec les enfants qui sont confiés. Donc là, effectivement... ça peut être donc des suivis longs ou alors simplement des points avec les référents qui s'occupent des enfants parce qu'ils sont en difficulté. Il faut aussi savoir que le psychologue doit rencontrer tous les enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Seulement, il y en a beaucoup. Donc, la décision des psychologues au collège, parce qu'on a un collège de psychologues qui fait qu'en fait, du coup, on se réunit tous en disant, qu'est-ce qu'on fait au mieux dans nos pratiques, avec question de la déontologie et aussi notre marge de manœuvre, avec ce que le département nous permet. Et donc, comme il y a beaucoup trop d'enfants, on a centré sur les 0-3 ans. Pourquoi 0-3 ? Parce qu'en fait, il y a des statistiques, dont malheureusement, je n'ai pas les chiffres exacts, qui disent qu'en fait, au plus jeune l'enfant rentre en protection de l'enfance, au plus il y a de chances qu'il reste jusqu'à la majorité. Donc en fait, l'idée, pas que des psychologues, mais aussi, somme toute, de tout à chacun qui travaille en protection de l'enfance, et notamment donc les départements, ont compris qu'effectivement, il fallait mettre le paquet à ce moment-là. Donc c'est-à-dire qu'on aura quand même une évaluation un peu plus complète pour ces enfants de 0 à 3 ans. Là, par exemple, il y a aussi ce que nous, on appelle les CESEC, les commissions CESEC d'évaluation des situations des enfants confiés, quelque chose un peu comme ça. Et là, pareil aussi, c'est une instance qui permet de dire, voilà, l'enfant est jeune, c'est quoi son développement, comment il est sur son lieu d'accueil, est-ce qu'il voit ses parents, si oui, ok, qu'est-ce qu'on fait, sous quelle modalité, sinon, très bien, qu'est-ce qu'on fait. L'idée, cette CESEC, il y a quand même une idée derrière, c'est de dire, si l'enfant peut être adopté, alors dans ce cas, qu'on y aille. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une recrudescence aussi des enfants pupilles actuellement, où là on est aussi un peu débordé au niveau des services d'adoption, parce que ça c'est aussi une branche au sein du département, c'est que les psychologues s'occupent donc des projets de vie, donc c'est-à-dire des enfants pupilles, voir si l'enfant est adoptable. Nous on dit ça comme ça, bon c'est un peu une vulgarisation, mais voilà, est-ce que l'enfant il peut partir à l'adoption ou pas? Et s'il peut être adopté, dans ce cas on va faire ce qu'on appelle nous un apparentement, et donc accompagner l'enfant à la rencontre de ses parents.
Voilà, dans le meilleur des cas, on espère. Voilà, à peu près. Du coup, c'est quoi un enfant adoptable, entre guillemets? Un enfant adoptable, c'est un enfant qui effectivement, faut aller voir si comment il s'est construit au niveau de sa famille, de sa représentation du moins familiale. Déjà, il y a aussi franchement le facteur âge, hein, parce que même si un enfant, on va dire qu'il est adoptable à 10 ans, concrètement, il ne le sera pas en fait. Parce que les parents, souvent c'est rare qu'ils adoptent au-delà de 10 ans en fait. Donc même s'il y a des enfants de 10 ans ou un peu plus qui disent moi j'aimerais bien trouver une famille et m'y insérer, concrètement on va avoir des difficultés pour nous à trouver des parents qui acceptent de prendre un enfant d'âge un peu plus mûr. Donc on va aller évaluer tout ça, voir si c'est possible de se séparer aussi de son lieu d'accueil, donc que ça soit assistante familiale ou alors de son foyer. Est-ce que c'est pour lui envisageable de s'inscrire dans un nouveau système? Est-ce qu'il est en capacité à minima de s'adapter aussi à ça? Et qu'est-ce qui, globalement, même si on n'a pas de boule de cristal, quels sont lui ses mécanismes de défense qui vont rentrer en jeu? Est-ce que du coup ça va le mettre excessivement en difficulté si on l'insère dans ce nouveau système? Ou au contraire ça va être difficile mais en soi ça reste accompagnable. Donc en soi c'est un peu tout ça qu'on va évaluer, même si somme toute des fois c'est difficile parce qu'on a quand même aussi globalement des délais, hein. On ne peut pas non plus faire ça sur des années. Quand un enfant rentre pupille, on a un conseil de famille quand même qui nous demande à minima, c'est pas de rendre des comptes non plus, mais d'évaluer sur un temps donné. Donc souvent on a 6 mois. 6 mois ça peut être long, mais en même temps c'est vrai que les psychologues en MDS, il n'y en a qu'un. On fait beaucoup de choses, on a quand même un agenda aussi qui est très dense. Donc il faut savoir jongler avec tout ça, et de ce fait 6 mois, en tout cas pour les psychologues de MDS, ça passe très vite. Et du coup c'est aussi des enjeux très importants, et qui fait que du coup ça reste quand même un accompagnement très complexe. Donc après c'est pour ça que on a aussi des temps de supervision, nous les psychologues. Okay. Donc voilà, là c'est un marché extérieur que le département prend tout simplement des superviseurs extérieurs, justement parce que c'est vrai que la protection de l'enfance c'est un beau métier, mais c'est un métier difficile où on se heurte vraiment à la misère du monde, à la souffrance réelle des enfants, et il y a des jours où ça va et il y a des jours où ça va moins bien, et effectivement les enjeux sont importants. Donc pour ça aussi on peut en discuter en petits groupes ou alors au collège, mais normalement les collèges c'est pas vraiment fait pour ça, c'est plus des questions générales ou alors des sortes de remises en question qu'on vient nous questionner sur le fonctionnement de nos MDS. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce métier plutôt qu'un autre, et pourquoi ce secteur? Alors, donc le métier de psychologue tu dis? Tout simplement parce que c'est au cœur de l'humain, c'est au cœur de ce qui nous entoure. Moi, ça me parle parce qu'effectivement, c'est tout ce qui est ces relations humaines, aller un peu aussi décortiquer l'autre, ce qui nous anime, ce qui nous motive, mais aussi toutes ces fêlures qu'on a et qu'en soi, on se doit d'accepter. Et ça, quand même, dans la société d'aujourd'hui, où on a tendance à vouloir tout de suite dans cette société de consommation, sans trop vraiment se poser la question de qui nous sommes, de ce qu'on a vraiment besoin. C'est quelque chose qui, moi, m'a toujours intéressée, d'aller décortiquer, moi, ce que je voulais, ce que j'avais envie, décortiquer un peu qui j'étais réellement avec mes défauts, et en même temps, pas se dire, pour se flageller en disant « Oh mon Dieu, non, moi je suis comme ça, c'est horrible », mais simplement aussi de savoir s'accepter. Et alors, pourquoi la protection de l'enfance? Parce que travailler avec les enfants, il n'y a pas un jour qui se ressemble. Et en même temps, ils nous apprennent énormément. Alors peut-être que l'adulte nous apprend aussi, mais somme toute, les enfants viennent toujours nous remettre au travail. Quand on pense avoir acquis quelque chose, ils reviennent nous rebasculer en disant « T'es certain de ça ?» Et c'est vrai que du coup, on se dit « Ah !» Donc ça nous rend humbles en fait. Pour moi, ça nous rend humbles en disant voilà, on a toujours à apprendre, on a toujours à aller se pencher vers les autres. Et ça, faut pas l'oublier. Parce que c'est vrai qu'aussi, on peut s'encrouter dans son métier, et en tant que psychologue, on peut facilement aussi s'encrouter, je pense, avec son savoir, son prétendu savoir. Et les enfants, en tout cas, nous rappellent que, somme toute, on est peu de choses. Et leur vécu, c'est vrai que, en tout cas pour ma part, me fait dire effectivement, on est peu de choses et qu'il faut rester très humble face à tout ça. Et en même temps, c'est aussi une joie de vivre, ces enfants, malgré tout ce qu'ils ont vécu. Ils ont toujours ce petit quelque chose qui font que, somme toute, ils trouvent du positif quand même. Alors,
pas tous, il y en a qui sont vraiment très abîmés, mais il y a quand même toujours possibilité de faire quelque chose. Et ça, faut pas l'oublier, faut pas non plus les étiqueter, parce que malheureusement, en protection de l'enfance, il y a l'étiquette enfant de l'ASE. Et on sent qu'ils bataillent aussi eux-mêmes avec cette propre étiquette et qu'ils essaient, tu vois, de la mettre à distance. Et moi, voilà, ça m'a beaucoup parlé en disant, effectivement, on n'est pas que ce qu'on a vécu. Et on peut faire tout autre chose de ce passé de maltraitance, de carence, et on peut devenir les grands de ce monde, même si un jour, effectivement, on a été maltraité, etc., abusé. Et c'est aussi l'idée de croire tout simplement en cette jeunesse, mais qui sera du coup les adultes de demain qui vont diriger ce monde, et se dire, il faut quand même mettre le paquet sur ces enfants-là, parce qu'ils sont nombreux, et que si on les laisse dans cette maltraitance, dans cette étiquette, dans cette carence, et qu'on les accompagne pas en disant, mais tu es capable de tout ce que tu veux, du bien comme en soi aussi du meilleur, mais bon, ça on va pas le porter, on va plus apporter le meilleur. Et je pense que du coup la société pourrait faire aussi qu'elle apprenne beaucoup de ces jeunes-là. Voilà. Ok. Non mais ouais, c'est super intéressant, et rien qu'à t'entendre, on voit que c'est quelque chose auquel vraiment t'es engagé, que c'est vraiment un travail qui fait sens, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est vraiment une vocation, en fait, tu vois, le fait de choisir ce métier, le fait d'être psychologue, le fait de rencontrer des personnes avec certaines problématiques. Et pour toi, ce serait quoi ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait, par exemple, devenir psychologue et encore plus travailler avec un public d'enfants? Je pense qu'il faut une nécessité, mais ça, tous les étudiants de psycho auront été confrontés à ça. Il faut déjà un travail sur soi-même, vraiment. Mais quand on nous le dit à la fin, on dit « ouais, j'aurai le temps de le faire, bon, oui, un peu peut-être anecdotique », il faut vraiment le faire. Parce que les enfants, ils ont cette particularité, peut-être inconsciente, ou peut-être pour certains bien consciente, d'aller quand même repérer, d'aller observer, d'aller écouter, et de repérer les défaillances chez l'autre. La fatigue, parfois l'énervement, ou parfois aussi ces enfants qui viennent nous désarçonner, ça ils le captent très très vite. Ils n'ont pas toutes ces barrières qu'ensuite, adultes, nous on se met dans la relation à l'autre où on vient se protéger. Eux, ils y vont quand même. Hein. Et donc de ce fait, il faut vraiment travailler sur soi. Entamer, voilà, que ça soit une thérapie avec psy ou somme toute travailler autre part, là où on somme toute, nous ça nous parle. Travailler son histoire. On n'arrive pas en protection d'enfance par hasard non plus. Et ça, faut aussi venir le questionner en disant pourquoi je suis là, pourquoi la protection des enfants, ce qui n'est pas rien quand même, pourquoi, comme tu disais, ça m'anime, pourquoi moi ça me parle et ça me porte. Et d'ailleurs, presque toutes les psys que moi je connais en MDS, donc surtout le département du Pas-de-Calais, elles sont là depuis des années. Donc c'est-à-dire qu'elles y sont globalement bien quand même, hein. Même si c'est un métier quand même qui est difficile. Donc ça, ouais, faut quand même un minimum travailler sur soi. Après, effectivement, le danger, en tout cas, je pense en étant psy, mais aussi forcément psy, protection de l'enfance, c'est de rester dans ses acquis. Donc ça serait peut-être un point de vigilance en disant, c'est pas l'idée de lire, comme on peut dire, faut constamment lire, c'est une formation continue, aller lire ce qui se fait, des articles, etc. Parce que concrètement, des fois on n'a pas non plus forcément le temps ou l'envie de lire. En tout cas, moi pour ma part, des fois j'ai pas envie. Mais c'est simplement quand même rester toujours à l'écoute de l'autre et sans se laisser porter par soi-même ou ce qu'on a appris à la fac ou ce qu'on a lu dans les livres. Parce que la théorie, c'est bien, elle est utile, parce que c'est pour ça aussi qu'on est diplômé de psychologie et que pas n'importe qui, entre guillemets, peut se dire psychologue. Mais c'est quand même de se dire, voilà, j'ai tout ça, j'ai mon bagage, j'ai mes outils, très bien, mais en attendant... j'ai un enfant, j'ai un être humain qui est là tout de suite, machin. Faut pas venir copier-coller, etc. Faut se dire, bon, très bien, je vais quand même essayer, tout simplement, de me mettre à son langage, à sa hauteur, et d'aller vraiment l'écouter, sans ces stéréotypes ou cette théorie, du moins dans les premiers temps. Et c'est après la théorie qui va nous amener en disant, voilà, ok, quand on retravaille les dossiers, en fait, hein, avec, j'ai eu cet entretien, ça m'a tiqué, pourquoi ça me tique comme ça, puis la dernière fois, il m'a parlé de ça aussi, et là, ok, ça cogite et ça travaille, et on peut effectivement prendre des lectures de ses anciens cours, ou actuels cours, si on fait une formation continue, peu importe, et là, effectivement, ça prend sens. Mais dans le quotidien, là, tout de suite, dans l'instant T,
c'est rare que moi je me dis oh mon Dieu, ça y est, je sens Winnicott poindre. Vous voyez, enfin, bon, clairement, moi en tout cas, c'est pas comme ça que moi je fonctionne. C'est plus dans l'après-coup. Et ça, il faut aussi. Je parle surtout aux tout jeunes psychologues, tout juste diplômés, de pas avoir cette lourdeur de dire mon Dieu, allez, je vais y arriver avec ma théorie, il faut que je fasse des liens absolument extraordinaires parce qu'on attend quelque chose de moi. À dire, clairement, laisse-toi porter aussi parce que les enfants t'amènent. L'idée, c'est pas de se faire mener par le bout du nez, mais laisse-toi aussi porter. Laisse-toi aller à cette rencontre et réfléchis, mais après coup, à peu près. Ok. J'ai l'impression que ça demande pas mal de prise d'initiative en mode faire un peu la part des choses entre à la fois la théorie, à la fois entre ce qui joue dans l'entretien, à la fois avec tes ressentis. Ça a l'air d'englober en fait pas mal de choses. Je me demandais aussi du coup pour tous ces ressentis, etc. Est-ce que toi tu passes par la prise de notes ou tu... Alors en entretien, par exemple quand je fais des entretiens, donc évaluation d'informations préoccupantes, que nous on appelle IP, parce qu'au département on aime bien parler avec des acronymes, etc. C'est excessivement compliqué, surtout quand on débarque. Donc quand je suis en évaluation d'informations préoccupantes, là oui je prends des notes. Parce que concrètement, moi on va me demander des notes sur des choses quand même bien précises. Je suis là pour évaluer. Donc j'y vais beaucoup plus franchement, avec des questions beaucoup plus directes, que je ferais clairement en suivi avec les enfants confiés. Avec les enfants confiés, j'en prends rarement parce que les enfants ils tiquent tout de suite. Et puis ça casse, pour moi, encore une fois, c'est personnel, ça me casse en tout cas dans ma relation à l'autre parce que je peux pas l'observer quand j'écris. Et puis du coup, comme je note et que je réfléchis quand même à minima à ce que je note, je suis beaucoup moins attentive et vous voyez, un peu comme pleine et entière dans cette relation. Donc du coup, non, moi je prends pas de notes. Après, bien sûr, parce qu'on est aussi amené à faire des tests. Moi j'aime bien le test de Rorschach par exemple, où il y a aussi le pâte noire, etc. Là concrètement, oui, fatalement, il faut prendre des notes, etc. Parce que ça nécessite d'avoir une idée bien précise et de se souvenir, parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Et dans ce cas, là, oui, je note. Ou alors quand je fais... Il y a un petit jeu qui s'appelle le Dixit. Je sais pas si, voilà, c'est des petites cartes un peu abstraites. Ça, j'aime bien parce que du coup, les enfants, c'est vraiment un jeu. Moi, je vois ça, puis ils racontent leur histoire, etc. Et là, oui, je m'autorise effectivement des prises de notes, mais sinon, non. Pas en entretien avec un individuel avec les enfants. Du coup, après la séance... Alors, c'est compliqué parce que souvent, ça enchaîne. Ah ouais. En fait, souvent, c'est vraiment dans l'après-coup. Un bon gros après-coup. Ce qui est chouette, c'est qu'on a la possibilité au département de faire du télétravail. Donc c'est utile à la fois pour tout ce qui est écrit, etc. Si on a des conférences en visio, on peut les faire en télétravail. Mais en tout cas, moi, ça m'aide aussi pour retravailler mes dossiers, justement. C'est-à-dire que je vais pas me souvenir de tout. Et ça aussi, il faut lâcher avec ça. Moi, je me souviens que quand je suis arrivée, que je suis sortie de fac, je me suis dit, voilà, il faut que je retranscris tout ce que je me souviens et tout ce que j'ai perçu. Et en fait, au final, après, ça restait dans le dossier et je l'utilisais pas. Et... somme toute, il faut se faire aussi un minima confiance en disant c'est tout. Il y a des choses que je vais oublier, peut-être aussi des choses essentielles, mais somme toute, ça après, on est peu de choses dans ce monde et c'est ça aussi qu'il faut accepter en disant voilà, c'est tout. Je vais oublier un certain nombre de choses, mais je vais me faire confiance en disant que ce que j'ai retenu, c'est que c'est utile en tout cas pour moi et donc du coup, ça sera utile pour ce que j'amorce un peu comme travail avec l'enfant. Et je me dis que potentiellement, ça pourrait du coup lui être utile. Donc surtout, je retravaille mes dossiers en télétravail, personnellement. Ok. Et pour toi, c'est quoi les plus grosses difficultés que tu as dans ton métier ? Les plus grosses difficultés, clairement, il y a quand même le temps, parce que on est, encore une fois, souvent, il y a des psychologues qui sont effectivement 2 sur les MDS, parce que c'est des très gros secteurs. Alors du coup, c'est forcément, quand il y a 600 enfants, on peut pas faire un psy. Donc ils en ont mis 2. Mais ça fait quand même 300 enfants, ce qui fait quand même énorme. Donc c'est quand même un souci de temps, où on a des difficultés je dirais quand même, à prendre le temps réellement avec l'enfant. En entretien, on le prend, c'est pas le souci, mais on le voit une fois par mois, et c'est déjà bien. Alors que des fois, il faudrait plus. Alors on va nous dire, dans ce cas, faut réorienter vers les CMP, mais les CMP sont saturés. Ou alors vers des psychologues, mais on sait qu'il y en a très peu des psychologues conventionnés. C'est encore délicat, etc. Tous les psychologues ne sont pas d'accord là-dessus. Ou alors c'est tout simplement psychologues libéraux, mais il faut savoir que ça se finance et que c'est cher et qu'aujourd'hui, clairement, il y a aussi un réel souci du budget au département. La protection de l'enfance s'en ressent énormément
parce que bah voilà, aujourd'hui quand même tous les métiers de l'humain souffrent, même l'hôpital et ça souffre quoi. Et ça effectivement de ce fait on le ressent. On le ressent au niveau aussi des référents parce que les situations, ben voilà, des fois ça pète aussi, donc ils travaillent dans l'urgence. Donc les projets pour l'enfant du coup bah c'est un peu retardé clairement parce que forcément on peut pas être à 2 endroits à la fois. Et c'est vrai que de ce fait on manque de temps et clairement d'argent parce que du coup on est sur quelque chose quand même de très contraint pour eux. Et il n'y a pas de moment, en tout cas nous, quand je parle voilà, de ma MDS, on a du mal à se dégager du temps en disant bah allez, on fait une activité par groupe par exemple, en disant bon bah par exemple on peut aller sur les terrils pour faire des mangeoires à oiseaux par exemple, désarçonner un peu des petites choses comme ça en disant bah ça c'est chouette. Et en même temps ça permet autre chose en protection de l'enfance parce que c'est vrai qu'on a quand même pas toujours une belle image. Les enfants, c'est souvent contraint, tous ces rendez-vous, etc., même s'il y en a qui apprécient peut-être, mais il y a quand même cette idée de contrainte, et pour les parents qui on a retiré leurs enfants, et pour les enfants qui, du coup, ne peuvent pas aller chez copains-copines sans autorisation, sauf qu'autorisation demande quand même un certain temps, le temps que ça arrive à la RSASE qui valide, etc. Donc il y a quand même cette idée de « moi, j'ai pas une vie normale, en fait, je suis enfant de l'ASE ». Et c'est encore cette étiquette, le serpent qui se mord la queue. Et ça, voilà, je trouve que c'est quand même dommage qu'on puisse pas leur offrir davantage de moments où on se dit, bah, la protection de l'enfance, c'est pas que des choses contraintes, ou c'est des choses où on peut simplement aussi prendre du temps pour faire, par exemple, je sais pas, des ateliers pour le carnaval, un peu en dehors du temps, qui permettrait peut-être aussi d'avoir une autre relation avec les enfants. En tant que psychologue, du coup, de manière générale, c'est quoi les difficultés auxquelles on pense pas forcément quand, par exemple, on veut devenir un psychologue, au final on est diplômé, et c'est quoi, entre guillemets, les revers de la médaille? C'est un peu difficile comme question parce que je pense que ça dépend de chacun et en même temps du milieu où on va travailler. Moi, la difficulté que j'ai eue en tant que psychologue, par exemple, au sein de la MDS, c'est que je suis cadre. Donc, au même titre que mes collègues, par exemple, chefs de service PMI, donc service social enfance et service départemental. Donc, en soi, on est 4 chefs plus notre chef, forcément, que nous on appelle RTS, qui vient nous chapeauter. Voilà, toutes les 4. Donc on est 4 cadres. Cependant, je ne suis pas chef. J'encadre pas d'équipe. Donc c'est-à-dire que par exemple, on a une obligation d'avoir minimum un cadre sur site pour s'assurer du bon fonctionnement de la MDS. Cependant, moi je suis pas chef. Donc c'est compliqué de se positionner face aux équipes en disant bah faut faire comme ça. Quelle légitimité on a nous, psychologues, alors qu'on n'est pas chef de service et qu'on a, enfin en tout cas moi pour ma part j'ai jamais managé une équipe, je sais pas trop comment on fait et là-dessus c'est quand même un peu délicat en tout cas pour moi en disant bon bah des fois ça m'a posé parfois souci en disant je savais pas trop où me positionner, comment me positionner avec cette équipe parce que bah, je suis pas leur chef et en même temps je sais pas vraiment ce qu'on attend de moi sur le bon fonctionnement voilà parce qu'en même temps ils savent se gérer aussi donc est-ce que je suis juste là pour assurer que ok ça va et ils viennent me chercher si ça va pas donc ça c'est avec le temps somme toute qu'on apprend et après ce qui est toujours difficile c'est et ça souvent on l'entend quand on est étudiant en psycho c'est un pied dedans, un pied dehors. Et ça, c'est vrai. Normalement, le psychologue a un pied dedans, c'est-à-dire un pied dans son équipe, et en même temps, essaie toujours d'avoir ce recul et d'apporter un certain recul pour sous-entendre aussi, en disant, bah, moi j'ai repéré que ça, on était en difficulté, etc. Parce qu'il faut savoir, notamment en protection de l'enfance, que souvent, inconsciemment bien évidemment, les équipes, parfois également le psychologue bien évidemment, on vient rejouer en miroir ce que l'enfant a vécu chez lui. Donc bien sûr, on les maltraite pas, c'est pas ça, mais c'est plus, ça va se jouer symboliquement. Par exemple, c'est déjà arrivé que pour des situations d'inceste, on le savait, c'était dit, etc. Mais qu'en tout cas, ça, c'était pas forcément travaillé, l'inceste. Pourtant, bah, quand même, quoi, c'est un peu gros, pas travailler l'inceste avec cet enfant alors qu'il a subi, etc. Bah, parce que nous-mêmes, on venait rejouer ce tabou, ce secret. Et ça, faut quand même être très vigilant. Et ça reste la place du psychologue d'aller repérer ça et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on est dans l'instant T nous aussi et que des fois, tout simplement, on a le nez dedans aussi et c'est parfois difficile de s'extraire et que c'est pour ça que c'est essentiel nos supervisions, nos collèges
Et pour moi, en tout cas, le télétravail. Parce que ça me permet vraiment de me sortir voilà, de ma MDS, de mon bureau, et de dire, ok, alors qu'est-ce qu'on a en soi loupé, ou il faut savoir dire aussi qu'est-ce qu'on fait bien, parce que c'est vrai que c'est un métier difficile, pas que pour les psychologues, hein, la protection de l'enfance, et qu'il faut quand même essayer à minima d'aller valoriser aussi, parce que parfois on banalise, quoi. Moi j'ai remarqué quelque chose, c'est que les gens qui étaient à la fac avec moi, ils ont plus une vision d'indépendance, tout ça. Et il y a beaucoup la vision qui se démocratise, on va dire, par exemple, je veux pas de patron, etc. Et du coup, en fait, l'idéal dans leur projet et tout, ce serait d'être psychologue libéral. Ce serait commencer dans une structure, bien sûr, pour commencer à acquérir de l'expérience, etc. Et ensuite, essayer de créer un cabinet avec des collègues, etc. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette optique? Est-ce que tu penses aussi que c'est possible que toi, un jour, tu te dises pourquoi pas fonder mon cabinet avec des collègues, que ce soit orthophonistes ou, je sais pas, hein, pas forcément psychologue? Toi, qu'est-ce que tu penses de cette vision d'ouvrir un cabinet libéral et d'être psychologue libéral? Alors c'est vrai que je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'étudiants en psycho se disent effectivement. Après, oui, la question du libéral, moi je la trouve très intéressante parce que pour travailler dans un milieu où c'est toujours contraint, ça se sent quand même en fait. Et même si ça apporte beaucoup, ça se sent que c'est contraint. Voilà, concrètement. Et des fois on se dit mais qu'est-ce que ça doit être quand les gens font réellement du coup la démarche de dire là ça va pas et je viens travailler ça. Et je me dis ça doit être quand même une petite bouffée d'air frais là, en me disant waouh quand même quoi, je vais pouvoir peut-être avancer aussi sur le travail parce que c'est aussi une question de valorisation personnelle hein, parce que quand on est en difficulté, clairement narcissiquement, on se prend quand même une petite claque quoi. Et c'est pour ça que encore une fois faut rester humble face à tout ça. Je pense que peut-être, dans mon idée, dans mon fantasme, peut-être que psychologue libéral, ça narcissise peut-être un peu mieux, parce qu'on doit se dire qu'on avance peut-être plus, parce que voilà, peut-être pas avec tout le monde, mais et que du coup, ça a peut-être, entre guillemets, plus d'utilité que de travailler constamment dans la contrainte. Parce que voilà, même si la PMI, voilà, c'est de la prévention, souvent on les oriente, quoi. C'est pas qu'ils veulent pas être là, mais c'est que voilà, ça leur a été quand même recommandé. L'ASE, forcément, c'est contraint. Et puis IP, donc information préoccupante, clairement, c'est contraint aussi. Donc il y a peut-être effectivement ce biais-là. Après, le souci, entre guillemets, du libéral, c'est qu'on est seul. Même si on ouvre, effectivement, avec des médecins, des orthos, etc., en tant que psychologue, on est seul. Et ça, moi, personnellement, voilà, je me dis, ça fait quand même un peu flipper, quoi. En me disant, s'il y a un blec, s'il y a un souci, s'il y a une difficulté, faut quand même avoir son réseau de psy, de bons copains psy, pour dire d'aller évacuer tout ça, parce qu'on peut pas le ramener chez soi, quoi. On peut Bien pas sûr. dire voilà, à son compagnon, tu sais pas ce qui est arrivé. Bon, ça serait peut-être un peu... voilà, je sais pas. Ça serait peut-être la limite pour moi. Maintenant que t'as soulevé ça, en fait, la demande est radicalement différente. Entre faire des démarches pour aller voir un psychologue libéral et se retrouver, on va dire, entre guillemets, à l'ASE ou voilà. Ouais, la demande est radicalement différente. Du coup, ouais, ça engagerait peut-être d'autres méthodes ou d'autres, des autres techniques, quoi, ce serait vraiment une autre approche, je pense. Est-ce que tu penses aussi que, je sais pas, un jour, tu t'intéresserais à d'autres publics que enfant, ou tu comptes vraiment rester Enfant, adulte, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Je pense pas que je lâcherai ça à un moment donné. Après, on sait pas non plus de quoi l'avenir sera fait. Là où j'aurais peut-être moi plus de difficultés, c'est travailler avec les personnes âgées ou handicapées. Ou là-dessus, moi, en plus, je me considère vraiment pas formée, surtout sur le champ du handicap. Du coup, là, je me sentirais clairement un peu perdue. Voilà, même quand des fois moi je reçois des jeunes qui sont profil IME, voilà, grande déficience, etc. Moi-même je me retrouve en difficulté parce que du coup on a peu de matériel aussi au département, parce que voilà, il y a aussi un budget qui se doit d'être réparti. C'est pas le psychologue demande donc le psychologue obtient, il faut faire un partage globalement équitable. Donc on n'a aussi pas beaucoup de matériel, donc c'est nous qui devons amener notre matériel, et en même temps matériel avec lequel on est aussi à l'aise idéalement. Et clairement, perso, j'en ai pas beaucoup. Alors peut-être que mes recherches manquent d'être affinées, mais du coup, voilà, pour ces enfants-là, moi, je me trouve en difficulté sur comment je travaille avec eux, par exemple pour expliquer les émotions, etc. Bon, ça va parce qu'il y a plein d'outils, mais quand on rentre sur des choses un peu plus complexes, moi-même, je suis en difficulté. Donc là-dessus, non,
Bon voilà, ça serait moi ma limite aussi. Après, effectivement, la protection de l'enfance, on a quand même mauvaise réputation parce qu'il y a aussi tout un tas de reportages qui ont été largement en notre défaveur sur des situations catastrophiques. Mais il faut quand même rappeler une chose, c'est que c'est pas partout pareil. Les enfants qui dorment à l'hôtel, etc. Bon, moi, je travaille dans le Pas-de-Calais, mais je pense aussi pour devoir dire que dans le Nord, c'est jamais arrivé, ou en tout cas pas à ma connaissance. Après, je suis pas dans les secrets des dieux au niveau du Nord et du Pas-de-Calais, mais en tout cas, c'est jamais arrivé. Après, bien sûr qu'il y a des soucis, je dirais, des problématiques récurrentes, telles que effectivement la prostitution des jeunes, etc. Mais c'est quelque chose quand même où, en tout cas, pour le Pas-de-Calais, on a toujours été excessivement vigilants. Et c'est pas que du trash et du sordide non plus la protection de l'enfance. On fait aussi des choses bien. Et je déplore quand même que les reportages ne montrent que côté pile et pas côté face aussi. Parce qu'il y a des belles histoires en protection de l'enfance, il faut le savoir. Il y a des histoires sordides, indéniablement. Il y a des fois où on se plante, on se trompe parce qu'on travaille dans l'humain et qu'on n'a pas... il n'y a pas une seule vérité et qu'en même temps, ça nous arrive effectivement du coup de nous tromper et du coup de mettre en difficulté des enfants, peut-être, mais il n'y a pas que du trash, quoi. Et ça, ouais, je déplore parce que je trouve que ça enterre la protection de l'enfance alors qu'il y a tout à travailler parce que justement, c'est quand même les adultes de demain, quoi. Donc, il faut pouvoir nous laisser la possibilité de travailler sans diffuser une image que négative avec des parents qui du coup pensent parfois, souvent, qu'on les retire comme ça sans raison, mais malheureusement il y a de moins en moins de place en protection de l'enfance et il y a de plus en plus d'enfants placés. Donc on va très certainement pas placer les enfants sans raison. Donc ça, ouais, je déplore qu'il y ait une information tronquée, je dirais comme ça. Ok. Enfin, après, c'est aussi le but des médias, entre guillemets, de faire du clic, des choses comme ça. C'est vrai que généralement, le négatif, on s'y intéresse plus, des fois, de manière un peu perverse ou quoi, mais généralement, ça attire plus l'attention les choses négatives que positives. Mais ouais, parce que le problème avec ça, c'est que après, les parents, ils ont aussi des images un peu faussées de tout ça. On peut des fois avoir tendance à diaboliser un peu ce secteur, alors que au final, c'est super utile, c'est primordial. Et aussi par rapport, je voulais rebondir par rapport au matériel que tu utilises. Du coup, tout ce qui est Rorschach, Pâte Noire, Dixit, tout ça. Là où tu travailles, ils financent une partie ou c'est toi qui dois tout prendre en charge? Alors, au niveau des tests, là-dessus, il n'y a pas de souci. Globalement, quand on demande, on a. Par contre, effectivement, on n'a pas par exemple, notamment le Rorschach, on n'a pas un Rorschach sur toutes les MDS. Donc, par exemple, moi, je dois le partager, entre guillemets, avec une autre collègue donc, qui est tout à côté, entre guillemets, sur le même territoire que ma MDS. Par contre, on a forcément un brunellésine sur chaque MDS, parce que ça, c'est un test de développement pour les tout-petits, donc 0,3. Et donc ça, on les bilante à chaque fois qu'on les voit en bilan d'entrée, comme j'ai pu indiquer avant un peu cet entretien. Donc, par contre, effectivement, Dixit, ça, c'est quelque chose qui se demande en plus. Donc, c'est en fonction de, clairement, ce qui reste dans l'enveloppe. Ok. Après, sinon, effectivement, les jouets, le matériel, les bouquins, les cartes pour d'émotions ou autres, etc., les Playmobil, tout ça, c'est le psy qui ramène, quoi. Parce que si on attend le département, on obtiendra peut-être, mais sur une tranche assez longue, quoi. Donc, faut quand même pouvoir travailler avec ses enfants et voilà. Je pose cette question par rapport au test parce que j'avais fait un stage en neuropsychologie et c'était dans un cabinet libéral et on m'avait parlé des prix des tests et c'est super cher du coup surtout qu'en plus faut se mettre à jour. Par exemple je pense au Whisk, les versions 4, 5, etc., même les Whipsy, les autres tests, c'est vrai que ça peut être un coût, surtout quand on est en libéral, de financer ça. Est-ce que tu veux parler vite fait de ton salaire ou pas Ouais, ça me dérange pas. Alors en fait il faut savoir que au département tout dépend. Si on rentre contractuel, donc ça veut dire qu'on n'est pas le statut de fonctionnaire, ou si on a passé le concours et qu'on l'obtient et que du coup on est stagiairisé, donc ça c'est 1 an, et après qu'on devient fonctionnaire. Donc ça va dépendre quand même un peu de ça, et surtout aussi de l'ancienneté. Donc moi je suis arrivée en tant que contractuelle, je suis toujours contractuelle. Le concours c'est tous les 4 ans. On se coupe, du coup moi je l'ai loupé. Voilà. Et c'est quoi ce concours Alors le concours en fait c'est quand même très général. Franchement faut pas se dire on va m'attendre sur mes qualités de psychologue. Pas du tout. Moi, on m'a demandé le mandat d'un maire et les compétences de ma commune. Clairement, donc ça se prépare. Seulement, moi, pour le préparer, j'étais un peu juste parce qu'en fait, le département propose une préparation aussi. Donc, tout va dépendre aussi forcément de ce statut-là, contractuel, stagiaire. Bon, ça dure 1 année
ou donc le statut de fonctionnaire. Donc après là, on a eu aussi pas mal de primes. Clairement, on a eu la prime Ségur, etc. Somme toute, qui s'ajoute constamment à notre salaire. C'est pas pour un mois. Donc actuellement, moi ça fait 4 ans que je suis au département, donc j'ai un petit peu d'ancienneté, mais c'est pas là que ça se joue, hein, le salaire vraiment. Je suis un petit 2003. Ok. Voilà, donc somme toute... Et quand t'as commencé ? Alors quand j'ai commencé, j'étais à 1900. Ok, et c'est en net ou en brut ? En net. Ok, ça marche. Du coup, toi, tu vises le statut fonctionnaire ? Bah oui, j'aimerais bien parce que c'est quand même quelque chose qui me plaît de travailler au département parce qu'on a quand même beaucoup d'avantages. Au-delà de dire on est fonctionnaire, on a beaucoup de congés, le cliché, ouais. Ce qui est vrai, mais c'est que moi je demande une formation, concrètement, si elle est justifiée, on l'obtient, donc on peut facilement faire des formations. C'est quand même un métier où on voit plein de choses. Enfin, franchement, même si des fois c'est riche, c'est intense, des fois on se dit mon Dieu, mais j'aurais pas le temps de faire tout ça en si peu de temps. Mais somme toute, on voit vraiment beaucoup de choses et le département permet un certain nombre de choses quand même. Donc c'est vraiment quelque chose où à la fois c'est sécuritaire et en même temps où je trouve que le psychologue peut vraiment s'éclater et en même temps je dirais s'accomplir un peu aussi dans son métier. Enfin après voilà, c'est une question personnelle, mais effectivement moi je trouve que c'est intéressant. Après faire de la protection de l'enfance toute ma carrière, je trouve que c'est lourd concrètement. Je trouve que ça peut abîmer quoi. Ça peut abîmer. Pour finir un peu, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer en tant que psychologue ? Bah, faut y aller. Faut y aller. C'est un beau métier. C'est pas un métier évident. Je pense que c'est peut-être aussi... comment dirais-je ? Moi, j'entendais beaucoup de psychologues qui avaient enfin le diplôme et qui, après quelques années, arrêtaient parce qu'ils n'avaient pas l'impression d'avoir des outils, d'y arriver, etc. Mais c'est l'idée aussi de se faire confiance et pas que de se cantonner à ce que la fac nous a appris, en fait. Bien sûr que c'est important, mais si on a choisi cette voie, c'est pas par hasard. Il faut peut-être aussi aller re-questionner ça en disant pourquoi j'avais choisi ça moi et pas que se laisser décourager par des fois soit des échecs ou alors l'idée de se dire je suis pas bon, parce que l'idée c'est pas de se dire je suis bon psy ou pas, c'est de se dire est-ce que je m'accomplis ou pas dans ce que je fais. Voilà. Ok, du coup la remise en question, pas hésiter quand on est psy. Non, c'est un beau métier. Alors après, c'est vrai qu'on a pu dire à un moment donné qu'il n'y avait pas beaucoup de débauchés, c'est vrai. que c'était forcément accumuler plusieurs mi-temps, etc. Pas forcément, non. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon expérience. J'ai trouvé globalement facilement un temps plein, un métier où en plus statut effectivement fonctionnaire, parce qu'en tant que contractuel, c'est juste le salaire qui change, mais c'est les mêmes droits. Donc non, franchement, il y a pas. Moi, j'ai pas trouvé cette difficulté. Après, peut-être que pour d'autres filières ou d'autres métiers bien particuliers, c'est, spécifique en disant moi je veux être dans cette structure, etc. Peut-être que c'est plus difficile. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que quand on veut, clairement, on peut quoi. Et il y a. Par exemple, il y a le département recherche de psychologues, etc. Donc il y a des gens qui cherchent des psys. Et je pense qu'aujourd'hui, le Covid a quand même fait que les psychologues sont peut-être un peu plus valorisés qu'avant en disant peut-être que c'est utile en fait le psy réellement. Et je pense que c'est le moment de foncer. Il y a des postes, il y a du temps plein et que faut pas s'inquiéter de ça, non, faut simplement y aller. Ok, ça marche. Merci. Et juste avant, en fait, j'avais oublié de dire au début, mais du coup, t'as fait quoi comme diplôme ? Enfin, t'as fait du coup une licence de psychologie, mais et du coup, le master, c'était quoi la spécialité ? L'intitulé exact, franchement, je me souviens plus, mais c'est psychopathologie clinique, quelque chose comme ça. Ok. Donc, à l'Université catholique de Lille. Ok, du coup, plus psychanalyse. Ouais. Après, il faut savoir que concrètement, par exemple, nous, au sein des MDS, on est dit de psychologue en enfance, mais que clairement, ils m'ont pas... Enfin, bien sûr que si, ils m'ont quand même interrogé là-dessus, mais... j'avais pas ils ont pas interrogé ma spécificité, c'est-à-dire que si à la fac j'avais pas choisi ces options, etc., j'aurais peut-être été encore quand même embauchée. Okay. C'est pas dire c'est psychologue enfance. Moi franchement j'ai pas vu à la fac qu'est-ce que c'était réellement un enfant, son développement, théorie de l'attachement, etc. J'ai pas postulé. Après on peut toujours somme toute aussi aller se renseigner un peu plus tard quoi.
là-dessus, pareil, ça, je pense qu'il faut pas se fermer de porte, en fait. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour cette petite interview. Et bah voilà, t'as peut-être un dernier mot ou... Bah, non, je vois pas. Ok, bon. Merci beaucoup. Pas de rien.